Ces dernières décennies, mesdames, messieurs, le tourisme, d'une façon générale, est devenu un enjeu socio-économique et géostratégique dans le monde, et particulièrement en Afrique. Le Sénégal a déjà fait part de son ambition d'attirer 3 millions de touristes supplémentaires d'ici à 2025. Le Ghana a récemment adopté un vaste plan de développement touristique pour la période 2013-2027. La Guinée-Bissau a également fait du tourisme un axe important pour sa nouvelle stratégie décennale. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pourraient trouver dans le secteur touristique moyen de consolider leur transition en cours. Alors, qu'en est-il du Bénin, pays de Vaudou? Quels sont ses atouts touristiques? Sont-ils compétitifs? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Ici et Ailleurs, votre émission consacrée donc au tourisme ce matin. Bénin, dimension culturelle du Vaudou, potentiel touristique, c'est autour de cette interrogation que nous allons donc discuter ce matin. Et pour le faire, je reçois pour vous le vénérable David Kofiaza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre phare, merci encore une fois de répondre à notre invitation sur SICA. En face de vous, c'est David Serge Zouébin, administrateur, gestionnaire de patrimoine culturel et également journaliste culturel. Merci également d'être là. Merci. Alors, comme je le dis, le Bénin est toujours qualifié de pays de vaudou. Vous, monsieur Zouébin, est-ce que vous pensez que c'est un apanage? Oui, je voudrais dire merci pour m'avoir invité sur votre plateau pour débattre de cette problématique très importante. Et donc, je voudrais partir de quelques éléments de base. Alors, le vaudou, à l'opposé des religions importées ou, je vais dire, venues d'ailleurs, est considéré un peu comme la religion traditionnelle, même originelle, justement, d'une bonne partie du peuple africain, et donc, en particulier du peuple béninois. Le vaudou, c'est le patrimoine culturel immatériel du Bénin qui renseigne sur notre histoire, qui renseigne sur la courbe de l'histoire de bien de rois dans notre pays. Et quand vous replongez un peu dans cette période de la royauté, nos rois, nos dignitaires vaudous ont souvent sollicité, ont toujours fait référence donc, aux divinités pour gérer la cité. Et donc du coup, le vaudou est bien notre patrimoine, c'est notre religion endogène, notre religion originelle. C'est bien plus tard qu'il y a eu cette ouverture vers d'autres religions, des gens qui sont désormais chrétiens, d'autres musulmans, d'autres bouddhistes, etc. Sinon, nous sommes tous partis de la religion traditionnelle qu'est le vaudou pour nous retrouver un peu dans cette multiplication ou dans cette diversité de religions que nous avons aujourd'hui. Alors, si vous admettez donc que c'est un apanage du peuple béninois à travers donc son origine, son essence, professeur David Kofiaza, vous qui êtes aujourd'hui gardien de la tradition, est-ce que vous pensez que la culture du Bénin, de ce pays qualifié de terre de vaudou, est étroitement liée donc à cette pratique ancestrale? L'un dans l'autre, l'un ou l'autre, l'un c'est l'autre. La culture traditionnelle du Bénin a une histoire. Une histoire d'abord au niveau de la royauté, puis au niveau du vaudou et après au niveau du fa. Donc ce sont ces trois composantes-là qui regroupent la culture de notre nation. Mais il faut également ajouter qu'à l'époque, notre peuple n'était pas aussi, je dirais, diversifié en matière de religion. C'était une religion unique qui existait, bien sûr, qui avait plusieurs branches à l'époque. Et cette religion s'étendait sur toute la côte du golfe du Guinée. Donc, depuis le Cameroun, le Nigeria, passant par le Gabon, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, notre racine, la racine de notre culture, c'est d'abord le vaudou, puis le fa et les réalités traditionnelles. Parce que c'est trois choses différentes. Alors, chaque pays, comme je l'ai énuméré tout à l'heure en Afrique, tente aujourd'hui par le tourisme de se faire un visage. Est-ce que vous pensez qu'au Bénin, ça préoccupe aussi? Je pense qu'au Bénin, le tourisme préoccupe. Mais le tourisme le plus rentable ne préoccupe pas au Bénin. Qu'est-ce que vous y mettez? Le tourisme le plus rentable au monde aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le tourisme religieux. C'est pas le tourisme culturel? Non. Même les patrimoines, non. Je suis d'accord qu'on puisse sauvegarder les patrimoines et autres, mais le tourisme aujourd'hui le plus rentable, c'est le tourisme religieux. Écoutez, l'Arabie Saoudite, en temps
de Mecque draine environ 4 millions de pèlerins en temps de pèlerinage. Mais il y a un autre pèlerinage qui se déroule en Afrique, au Sénégal, précisément à Touba, mais qui draine 7 millions de pèlerins. Mais généralement, on n'en parle pas, parce que ça se passe en Afrique. Mais c'est aussi un tourisme religieux. Bien sûr que c'est basé sur l'ordre des Mourides. Je veux parler de ce que Cheikh Amadou Bamba a créé à Touba. C'est environ 200 km de Dakar. J'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises ce pèlerinage qui draine plus de 7 millions de personnes. Mais c'est un tourisme qui, en réalité, est très rentable pour cette ville-là. Et draine, c'est une ville où au moins 25 à 30% de la population est milliardaire, multimilliardaire. Et ils vivent uniquement que de ce tourisme-là religieux. Et pourtant annuel. Alors, à partir de cet instant, tourisme religieux, est-ce que, David Zouabin, vous pensez qu'effectivement au Bénin, on ne s'y attarde pas vraiment? Oui, quand vous prenez, je vais dire, le vaudou, pour une bonne partie, est un ensemble de pratiques auxquelles se greffent des divinités pour exister. Et donc, quand on prend un peu l'input du vaudou, à savoir les chants, les danses, tout cet arsenal qui ne relève pas du monde du culte, et donc on peut bien les utiliser comme étant des produits culturels et donc des produits touristiques. Ça se fait pas. Et sur la base de ça, on peut donc définir tout un champ, toute une stratégie de promotion de ces accessoires du vaudou pour promouvoir le tourisme dans notre pays. Malheureusement, effectivement, comme Kofi David Azalas dit, ce n'est vraiment pas encore le cas. Le seul élément aujourd'hui qui semble encore être une attraction liée au vaudou, c'est peut-être la fête du 10 janvier. La fête du vaudou où quelques sporadiques étrangers en blanc, ils n'ont jamais connu la participation des chefs d'État d'Afrique, en tout cas élus à ce jour, que ce soit le président Nicéphore Dieudonné-Sou. Malheureusement, effectivement, c'est le président Nicéphore, oui. Que ce soit Yahi Boni. Malheureusement, c'est aussi, je vais dire, c'est aussi l'autre lacune qui renseigne un peu sur, entre griffes, l'absence de volonté réelle à promouvoir le vaudou, à promouvoir tout ce qui relève de notre patrimoine de façon générale. Et donc, il n'y a que la fête du vaudou, le 10 janvier, qui amène quelques touristes dans notre pays. Et donc, pour moi, on aurait pu surfer un peu sur cette opportunité qui existe pour définir des circuits touristiques. Partie peut-être de la fête du 10 janvier pour aller découvrir tel panthéon, découvrir telle divinité. On va en arriver tout à l'heure aux potentialités touristiques dont dispose le pays. Le 10 janvier, M. Zouabin est en train de l'évoquer, professeur Azal, il y a le WIDA 92, ce festival-là qui devrait normalement, selon beaucoup de Béninois, revenir de façon cyclique, comme vous parlez du festival du Touba au Sénégal, mais malheureusement qui a été noyé. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce dédain des autorités vis-à-vis donc de ces opportunités religieuses qui peuvent constituer des sources de financement qui malheureusement sont négligées? Il y a la mesquinerie politique. C'est pas trop dit? Non. C'est la mesquinerie politique qui fait que le 10 janvier, voilà encore une calamité pour notre nation. Le 10 janvier, c'est une calamité. Comment ça? C'est une calamité en ce sens que les autorités politiques ont tout fait déjà pour noyer WIDA 92, parce que si WIDA 92 se perpétuait à ce jour-là, je pense que ce serait un événement qui peut regrouper même jusqu'à 5 millions de personnes, si cela se perpétuait depuis ce temps jusqu'à ce jour. On a tout fait pour noyer ça parce que cela va donner une certaine indépendance économique et financière au potentiel, je dirais, religieux, aux dignitaires religieux. Or, si les dignitaires religieux ont une certaine autonomie financière, ont une certaine indépendance financière, ils ne pourront pas servir l'autorité politique. Parce que les politiques, ils se servent des autorités spirituelles du Bénin pour se hisser là où ils sont. Mais si, vous savez, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Donc, pour les maintenir dans la servitude, afin de toujours les exploiter pour des fins politiques électoralistes, on les maintient dans la misère. C'est ça, c'est pour ça que je parle de la mesquinerie politique. Deuxième chose, le 10 janvier, ils ont tout fait pour réduire ça à une fête protocolaire qui se limite à des discours politiques.
Et cela à tous les niveaux. Et quand vous observez bien, c'est la fête des religions endogènes. Mais quand vous allez à la fête, vous voyez les autorités politiques assises et puis les divinités vont défiler devant les humains. Qui plus est, la plupart du temps, c'est des néophytes. Le sacré ne peut pas défiler devant le néophyte. C'est une aberration. Mais lorsque les touristes vont passer, les touristes ne sont pas forcément des initiés. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est parce qu'on l'a institué comme ça. Et quand les divinités passent, des néophytes disent à ces divinités, non, c'est pas normal. Quand j'assiste à ça, parfois, c'est pour ça que depuis un moment, moi je n'assiste plus au fait de dire, parce que le sacré ne peut pas se soumettre aux néophytes. Maintenant, par rapport, c'est parce que la manière dont nous organisons la fête, c'est ça qui fait que le tourisme où tout le monde est là, et puis on dit ça, il faut restructurer la fête et donner son sens originel à ça. Il faut retourner au principe de Ouidah 92 pour reprendre encore à partir de là. Sinon, le 10 janvier, moi j'appelle ça une calamité. David Zouamer, vous pensez aussi que c'est du désordre tout ce qui se fait là? Je ne vais véritablement pas être aussi critique, acerbe, aussi rigide, mais oui, on aurait pu mieux organiser la fête du 10 janvier. On aurait pu mieux profiter de cette fête-là, faire en sorte un véritable carrefour qui mobilise acteurs du milieu endogène du culte traditionnel, mais également toute personne curieuse qui a le souci de découvrir le potentiel culturel béninois. Et donc, à cette occasion-là, on n'a pas véritablement besoin de montrer ce qui relève du monde du sacré. On n'a pas besoin de montrer ce qui est sacré. Non, juste l'aspect culturel. On peut montrer juste l'aspect culturel du vaudou. Alors, et c'est là où je parle des danses, des chants, qui, pourquoi pas, doivent m'éveiller. Et donc, mais si on ne le fait pas dans cette logique-là, c'est clair que ça résonne un peu comme du gâchis. Alors, est-ce que vous pensez, comme professeur Kofi Aza, que le fait de vouloir maintenir dans la servitude les gardiens de la tradition, c'est ça qui fait fuir les politiques? Parce qu'ils ne s'affichent pas en réalité au grand jour. Non, mais écoutez, moi, je ne fais pas cette lecture. Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée, quel que soit le secteur d'activité. Quelle interprétation avons nous-mêmes, quand vous prenez un peu les cadres de nos administrations, quand vous prenez nos dirigeants politiques, quelle lecture ont-ils du vaudou? Quelles croyances ont-ils du vaudou? Pour eux, le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, c'est tout ce qui relève du monde impur, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est à rejeter. Et donc, du coup, il n'y a pas cette incitation à aller vers le vaudou. Déjà ça. Et donc, du coup, mais si vous pensez ne que vous attendez pas que ceux-là viennent vers le vaudou, que ceux-là promeuvent le vaudou comme cela se doit. Mais c'est ces hommes dont vous parlez, ils sont quand même dans la société, ils vivent avec vous, ils vivent avec nous, ils sont nés dans cette tradition. Mais pourquoi, aujourd'hui, quand on accède au sommet, on commence par le rejeter? C'est une pure contradiction. C'est même dans leur rang qu'on a décidé d'instituer justement une fête pour le vaudou. Et donc, pourquoi alors aujourd'hui, on ne voit pas justement l'intérêt d'aller vers le vaudou pour justement promouvoir ce potentiel culturel qui existe? C'est de l'hypocrisie. Et l'autre chose aussi, on va en arriver peut-être là. Aujourd'hui, on fait tout pour montrer un peu que le vaudou pourra contribuer à développer une économie culturelle ou contribuer aux recettes du trésor public. Mais qui sont ceux-là qui doivent venir ou qui doivent aller vers le vaudou? Ou ceux qui doivent aller découvrir le potentiel vaudou? Mais c'est d'abord nous, avant de compter sur les étrangers. Alors, sur quelle culture travaillons-nous afin d'amener la jeune génération à aller vers le patrimoine culturel, vers le vaudou? Dans leur curriculum de formation, il n'y a pas une brèche qui est ouverte sur les formations à tout ce qui relève du patrimoine culturel. Et vous voulez que spontanément, ce citoyen d'aujourd'hui, petit enfant qui va devenir cadre demain, spontanément décide d'aller vers le vaudou ou décide d'aller vers le patrimoine ou faire le tourisme, je vais dire local, c'est pas évident. D'accord, on va en arriver donc tout à l'heure à vos propositions à vous. Professeur Kofi Aza, il y a cette information qui circule depuis peu dans le monde de ces Bokoron. Il y en a qui s'adonnent donc à certaines pratiques ou rituels où ils exécutent des humains. Ça fait partie de ce qu'on reproche donc à cette pratique ancestrale vaudou dont vous parlez et qui en réalité montre jusqu'à quel point il y a du faux et il y a du mauvais dedans. N'est-ce pas ça aussi qui fait fuir les autorités? Je vous dis quelque chose. Ceux qui utilisent plus les potentiels du vaudou, ce ne sont pas le citoyen lambda. Ce sont ces autorités-là.
qui fuient le vaudou en plein jour. Mais la nuit, ils sont toujours dans les couvents. Je suis gardien de la tradition, j'en sais quelque chose. Je suis à un carrefour. Ils sont tous dedans. Mais au grand jour, on ne doit pas savoir qu'ils le font. Maintenant, par rapport à cette situation-là, je dis là aussi, c'est la faute aux autorités politiques. Mais c'est normal. C'est normal que tout ce qui les intéresse, c'est des lois qui vont en quelque sorte asservir le peuple, des lois qui vont renfler leurs poches, des lois qui vont leur permettre de se maintenir au pouvoir. C'est ça qui les intéresse. Mais les réels problèmes de la société, ça c'est un phénomène de société. Mais c'est parce que c'est ce qui se montre. C'est ce qu'on a vu. Mais il y en a pire que ça qui détruisent notre nation. Vous savez que les pratiques, les mauvaises pratiques du vaudou, commanditées par les autorités eux-mêmes, ce sont des pratiques qui tuent des centaines, voire des milliers de cadres chaque année au Bénin. Vous savez ça? Mais oui. Les autorités s'entretuent. Ils utilisent le vaudou pour s'entretuer. Ils financent ces vaudounos qui constituent aujourd'hui ce que je peux appeler des générations spontanées parce qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont jamais été élèves. Et ils sont devenus du jour au lendemain maîtres parce qu'ils ont un certain nombre d'arsenals qui, en quelque sorte, leur permettent de détruire. Donc, parce que celui-là, cet homme politique-là, gêne ou me gêne dans telle circonscription, il faut le rendre invalide ou il faut le neutraliser littéralement. Mais ce sont ces politiciens-là qui financent ces pseudo-vaudounos pour faire le mal. Et dans ces conditions, vous pensez que le touriste qui apprend toutes ces informations-là, par exemple sur le Bénin, peut vouloir venir? Je vous dis ceci, c'est deux choses différentes. Les pratiques néfastes que nous observons, mais c'est parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça sort. Avant, ça existait. Mais ça ne sortait pas. Mais c'est avec le développement des nouvelles technologies d'information et de communication qui fait que ça sort. Dites-moi, il n'y a aucune loi qui réglemente notre tradition. Ceux qui font ces jeux-là, nous les connaissons. Nous savons qui sont ceux-là qui font ces jeux et pour qui ils les font. Mais quel pouvoir nous avons pour les interpeller? Et qui va vous associer? Vous avez parlé tout à l'heure de troubles à l'ordre public. Au moins, les autorités devraient réagir, non? Mais les autorités devraient réagir, mais il y a je suppose. C'est vrai qu'il n'y a pas de loi sur la sorcellerie. Mais il y a, pas mais au Cameroun, il y en a. Au Ghana aussi. Au Ghana, il y en a. Non seulement sur la sorcellerie, mais sur le vaudou et sur ces pratiques-là. Ça veut dire que c'est une volonté politique. Mais c'est une volonté politique. Il est temps de réglementer le milieu. Parce que quoi qu'on dise, cela influence la quasi-totalité de notre pays. David Zouébert, alors ici, le professeur a interpellé la communication, les réseaux sociaux qui sont utilisés aujourd'hui pour dénoncer ces exactions, alors que par le passé ça se faisait, mais on ne l'a pas au grand jour. Alors quel rôle aujourd'hui le communicant doit pouvoir jouer pour que négativement le tourisme, vu sous l'aspect vaudou, ne soit pas négativement atteint? Vous savez, c'est pourquoi d'ailleurs au départ je disais que le vaudou, on doit le relier justement d'abord aux pratiques. Et donc ça dépend des usages qui sont faits justement des pratiques vaudou. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent utiliser le vaudou pour faire du bien, d'autres pour le mal, comme le prêtre Fall a dit tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui on ne peut plus vivre en autarcie, on ne peut plus gérer notre patrimoine culturel, en l'occurrence le vaudou, tout comme si nous n'existons pas sur une planète, comme si nous n'existons pas dans un environnement, dans un espace. Cela suppose justement que les nouveaux outils, les TIC, on doit pouvoir les utiliser dans la promotion et dans la visibilité de tout ce qui relève du patrimoine culturel. D'ailleurs, moi, pour ma soutenance, pour le master en gestion de patrimoine culturel, je l'ai porté sur la promotion sur la visibilité des biens meubles et immeubles par les TIC cas du musée romain. Et donc, quand vous allez par exemple au niveau du musée romain, vous avez le patrimoine architectural, vous avez justement les biens et justement meubles aussi qui constituent les pièces, avec tout ce qui relève du vaudou, etc., etc. Et donc, effectivement, on ne peut plus ne pas justement contribuer ou solliciter tout ce qui relève de la communication pour promouvoir notre patrimoine. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez par exemple au musée romain,
il n'y a pas un site internet qui renseigne sur le potentiel de ce musée-là. Et donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons des arsenals au plan ou en termes d'outils de communication pour informer sur le patrimoine vaudou que nous avons? On n'en a pas. Et justement, il n'y a pas des gens qui promeuvent le bien fondé ou la valeur positive du vaudou. Ce qui fait que tous les écrits que vous lisez, on parle du mal du vaudou. On ne parle pas le vaudou en bien. Parce que nous-mêmes, qui sommes prêtres du vaudou, nous qui sommes dignitaires vaudou, nous ne travaillons pas à rendre visible ou à donner toute une autre image du vaudou que nous avons. Et donc, lorsque justement, comme la nature a rendu vide, et que nous-mêmes, nous ne travaillons pas à donner une belle image de notre vaudou, les autres vont justement faire ce travail à notre place. Et c'est en cela justement qu'on peut en noir le vaudou. Et donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, on ne peut plus exclure la communication de tout ce qui relève du patrimoine, en l'occurrence du vaudou, et mais donc se servir de ces outils, de cet arsenal communicationnel pour renseigner sur tout ce qui relève du beau, du bien du vaudou. Oui, mais je pense que l'on dit que rien ne se fait ou les Ghanéens ne font rien, c'est pas vrai. Les Ghanéens font beaucoup de choses pour la promotion du vaudou. Moi, j'ai déjà écrit une douzaine de livres sur le vaudou. Le tout dernier livre, je l'ai lancé l'année dernière à Bruxelles, en Belgique, que j'ai intitulé « Concept originel du vaudou », où j'ai décrit ce que c'est réellement que le vaudou. Mais je vous dis que ce livre est plus vendu en Europe qu'en Afrique, surtout au Bénin. Simplement parce que les Béninois eux-mêmes ne s'intéressent pas à leur propre tradition. Mais cela ne veut pas dire que les gardiens ne font rien. Deuxième chose, il y a beaucoup comme moi qui écrivent sur le vaudou, qui écrivent sur le bien fondé du vaudou. Mais ils ne sont pas soutenus. Je vous dis quelque chose. Depuis, j'ai créé l'agence Bénin Culture maintenant, ça fait 18 ans, mais je n'ai jamais bénéficié du fondé de la culture. Vous en avez demandé? Toujours. Mais vous savez que c'est un réseau mafieux, et c'est entre eux. Donc, ceux qui réellement font le vrai travail pour le vaudou, ils ne sont pas soutenus. Et la plupart du temps, ils préfèrent orienter leurs travaux vers l'extérieur. Donc, dit que rien ne se fait dans ce sens, non, c'est pas vrai. Beaucoup de choses se font, mais ceux qui les font ne sont pas soutenus parce que personne ne veut s'aligner à côté d'un dignitaire du vaudou pour montrer qu'il soutient le vaudou officiellement, toujours pour des raisons électoralistes, parce qu'on ne veut pas perdre l'électorat des chrétiens, des musulmans, des évangéliques et autres. Donc, on ne veut pas s'aligner auprès du vaudou, mais quand même, on fait semblant de dire qu'on soutient le patrimoine vaudou. Alors, professeur, puisque le vaudou, c'est aussi du sacré, alors comment peut-on s'approprier ces valeurs et en même temps en assurer la promotion alors que véritablement on ignore les fondamentaux? Parce qu'on n'est pas nombreux à être initiés. Oui, on n'est pas nombreux à être initiés. Vous savez, on ne peut pas aller chercher des menuisiers pour venir réfléchir sur la situation macroéconomique d'un pays. On peut aller aussi chercher des médecins pour venir travailler sur l'administration de notre nation. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, au niveau politique, dis-moi, à quelle institution ou à quel ministère est rattaché le vaudou? Le ministère de l'Intérieur. Mais le ministère de la Culture vous dira que le vaudou relève de la culture, donc il a un rôle à jouer. Le ministère chargé des relations avec les institutions vous dira qu'il a un rôle à jouer. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur vous dira que la direction des cultes est à son niveau. La direction des cultes ou le service des cultes et coutumes, qu'est-ce qu'ils font pour la promotion du vaudou? Mais rien du tout. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je dis, tant qu'on n'aura pas un arsenal politique capable de réglementer réellement notre patrimoine immatériel qui est le vaudou et qui sera dirigé par des initiés, non pas des néophytes. Parce que le problème du vaudou, quand vous avez un problème au niveau du vaudou, ou même le 10 janvier, le ministère de l'Intérieur est impliqué, le ministère de la relations avec les institutions qu'on a rattaché au ministère de la Justice aussi est impliqué, le ministère de la Culture est impliqué. Au bout du rouleau, on ne sait plus à quel sens se vouer. Il faudra organiser, centraliser le commandement même politique du vaudou. Parce que le potentiel du vaudou aujourd'hui, que les politiciens sont en train de bafouer, constitue en quelque sorte le nœud même pour le développement même de notre nation. Parce que quand on prend le vaudou, il n'y a pas que l'aspect culturel ou culturel qu'on observe, mais il y a l'art vestimentaire, il y a l'art culinaire qu'il faut promouvoir à ce niveau. Il y a les valeurs morales qu'on enseigne dans les couvents. Aujourd'hui, quand vous prenez un vaudou-ci et vous prenez un néophyte, la différence est nette. Vous ne verrez jamais un vaudou-ci qui soit impoli en public. Jamais, même en privé. Donc, il y a
il y a tous ces aspects. Il y a l'art plastique, il y a la littérature. Et après, on va parler du patrimoine matériel. Qu'il y a tout ce qu'il y a autour du vaudou. Maintenant, par rapport aux danses, aux chants, c'est vrai qu'il faut promouvoir. Mais l'idéal est que cela soit fait par les initiés eux-mêmes. Parce que quand vous utilisez le néophyte pour promouvoir les chants et les danses et rituels du vaudou, c'est une pure profanation. Même dans utiliser à des fins touristiques. Même utiliser à des fins touristiques, c'est une profanation. David Dozouabel, le sacré revient à tous égards. Et là, est-ce que vous pensez que on est vraiment au bout du tunnel? Oui, en fait, je crois que c'est d'abord une question d'organisation du secteur. Il faut pouvoir organiser le secteur. Je voudrais en même temps rebondir sur l'une des préoccupations argumentaires du prêtre vaudou David Kofi Aza. Effectivement, il y a quand même de ces dignitaires qui font beaucoup pour la protection et la promotion de tout ce qui relève du vaudou. Seulement qu'ils sont en portion congrue. Ils ne sont pas assez visibles et parfois même ils sont noyés par les autres qui, comme il a dit, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas été à l'école du vaudou et qui désacralisent carrément tout ce qui relève du vaudou. Et donc, effectivement, il y a des efforts qui se font, seulement que ces efforts sont noyés par bien d'autres choses qui salissent un peu l'image du vaudou. Oui, aujourd'hui, il faut pouvoir assainir le milieu. Et ça part justement de la régulation. Il a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de test qui régule le secteur vaudou pour même l'élargir au patrimoine. Il n'y a pas encore de test qui légifère sur effectivement le vaudou et sur le patrimoine. C'est vrai que nous avons la loi 2007-20 du 23 août 2007 qui porte protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin. J'ai une copie de cette loi, c'est ici, qui renseigne sur comment on doit gérer, comment on doit sauvegarder, comment on doit promouvoir le patrimoine culturel à l'instar du vaudou. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, les décrets d'application, les arrêtés d'application n'existent pas. Ce qui fait que cette loi demeure un document sur papier et donc qui n'est jamais appliqué. Vous avez la matérialisation avec la construction bientôt d'un musée à Porto-Novo. Mais non, écoutez, oui d'accord, on va construire des musées, mais comment ça sera géré? Il faut quand même réguler. C'est quand même à des spécialistes, c'est confié. Oui, mais spécialistes, mais écoutez, au-delà de ça, la gestion, c'est une question, on ne se lève pas, ce sont des professionnels qui gèrent. Lorsque vous allez, par exemple, c'est juste pour dérailler un peu, comme on le dit, quand vous allez aujourd'hui dans nos musées, bien de nos musées sont tenus par des conservateurs qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas formés. Ah bon? Quelques rares conservateurs de nos musées ont été à l'école de la conservation. Et comment vous mettez des gens qui n'ont pas été à l'école de la conservation? Parce que le conservateur, c'est le premier responsable d'un musée, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne, qui booste la gestion d'un musée. Et cela passe par bien d'autres éléments, la programmation, etc., qui incite le visiteur, le touriste. Mais quand vous n'avez pas des gens qui sont formés, autant que dans le secteur du vaudou, des gens qui ne sont pas formés, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de bon de ceux-là. Et donc, il faut d'abord assainir le milieu à travers justement la mise en place d'une loi qui légifère, qui réglemente le secteur. Et là, on saura qui fait quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la promotion de la culture du vaudou en écartant, en isolant justement les acteurs, les principaux acteurs, à savoir les prêtres phares. Il faut pouvoir les associer. Et ce n'est même pas quand vous prenez ce document, on a dit, c'est juste pour, on a dit par exemple, pour la gestion de nos musées. Les musées, on a dit qu'il faut pouvoir associer les communautés à la base. Parce que ce sont les communautés qui constituent les premiers acteurs qui protègent justement le patrimoine. Et donc du coup, si on ne les associe pas, parce que justement, tout ce qu'on met dans les musées, tout ce qu'on évoque comme vaudou, c'est d'abord des éléments de la communauté. La communauté les approprie, ça vient d'eux, c'est leur identité en réalité. Et donc du coup, vous ne pouvez pas faire leur bonheur sans eux. Il faut pouvoir les associer. Mais quand on ne les associe pas, on décide de mettre en place des politiques, des stratégies, des initiatives culturelles. En isolant tous ces acteurs-là, vous ne pouvez pas espérer quelque chose de bon. D'accord, selon vous, même le professeur, je ne sais pas s'il est de votre avis, la construction d'un musée en vue à Porto-Novo, à travers le programme d'action du gouvernement, là je parle du Bénin, est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est une certaine matérialisation de la loi que David Dozouabel est en train de citer? Vous savez, ce projet me fait pleurer. Comment ça? Et à plusieurs occasions, j'ai eu à le signifier aux autorités en charge de ce projet
qui, la plupart du temps, ceux à qui on a confié ces projets sont tous des néophytes. C'est parce que vous n'avez pas été associé que vous estimez que... Pas parce que je n'ai pas besoin un bon projet. Non, non, je vous dis, c'est pas parce que je n'ai pas été associé. Si j'avais été associé, le projet se passerait autrement. Encore que ce projet a été décidé ailleurs et par qui eux-mêmes ils savent. Mais la manière dont le projet est conduit aujourd'hui par des néophytes, pour moi, c'est un projet culturicide. Pas à cause de ceux qui conduisent le projet, mais à cause du caractère, de contenu même du projet. Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Ce qui me dérange dedans, c'est qu'on va prendre des milliards du contribuable, je dis bien des milliards, voire des dizaines de milliards de contribuables, on va ériger un grand bâtiment, on va appeler des peintres qui vont faire des peintures du vaudou, qu'on va exposer, on va faire des projections 3D aux touristes quand ils vont venir. Comme les touristes iront voir les projections 3D, ce qu'ils veulent faire là, il y a mieux que ça déjà au niveau des Blancs. Au niveau de l'Occident, il y a mieux que ça. Et ils vont faire ça là ici. Combien de Blancs viendront ici pour voir ça? Deuxième chose, ces milliards-là qu'on veut engloutir dans, je préfère caricaturer, dans du pacotille, ces milliards qu'on veut engloutir là, pouvaient servir à réhabiliter le patrimoine existant. Nous avons déjà un patrimoine existant. C'est où? Mais il y en a un peu partout. Les gens veulent voir du concret qu'ils n'ont pas là-bas. Tout ce qu'on veut leur montrer ici, ils ont déjà ça là-bas. Si c'est les tableaux, ils ont les tableaux là-bas. Si c'est les projections 3D, ils ont les projections 3D là-bas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais même les masques des divinités Egungun, mais j'en ai vu plus de 200 variétés au Brésil exposées dans des vitrines. À Salvador de Bahia. Plus de 200 variétés de masques de Egungun. Qu'est-ce que vous allez encore faire ici qui viendront voir? Ils en ont déjà. Mais aujourd'hui, on a besoin de l'originalité, ce qu'ils n'ont pas. Un peu comme... Je prends le cas, par exemple. Vous savez, avant 1960, il y avait des grands couvents qui existaient. Quand on prend le cas de Ouida, par exemple, il y a la forêt sacrée de Passé, qu'on peut réhabiliter et informer, communiquer sur l'origine de cette forêt sacrée. Les touristes viendront voir. Ça, c'est du concret. Quand on prend le temple de Python de Ouida, on peut aussi revaloriser ce temple, donner plus d'éclat à ce temple et communiquer autour de ce temple pour que les gens viennent voir. Quand on prend le couvent de Dagbokuno, il faut réhabiliter ce couvent parce que c'est en dégradation progressive. Il faut réhabiliter ce couvent et maintenant installer tout ce qu'il faut pour que les touristes viennent voir. Quand nous allons à Bomé, il y a les grands temples du couvent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des initiatives privées qui sont en train, de réhabiliter quelques temples. Mais il y a les grands temples du couvent qui sont à Bomé qu'il faut réhabiliter. Quand on va sur le plateau des Maris à Agoni, il y a de très grands temples de Vaudon qui sont là qu'il faut réhabiliter. Il faut d'abord réhabiliter ce qui existait déjà, sauvegarder ce qui existe déjà, avant de penser à faire autre chose. Et même si on devait faire un temple pour le vaudou, j'aurais bien, ils ont été très clairs, ils ont dit qu'ils veulent promouvoir l'aspect culturel du vaudou et non l'aspect culturel du vaudou. C'est tout comme s'ils veulent me dire qu'ils vont séparer la chaleur du feu. J'attends comment ils vont séparer la chaleur du feu. Donc c'est à l'épreuve, vous voulez donc les apprécier alors David de jouer. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, comme le professeur le dit, il vaut mieux tabler sur l'existant? Oui, effectivement. Mais déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bénin dispose d'assez de potentiel au plan culturel. Et donc, c'est bien de partir justement de l'existant. Il faut déjà faire l'inventaire de l'existant. Aujourd'hui, quand vous parlez de tourisme au Bénin, c'est beaucoup plus le parc W, c'est la route des pêches, c'est pas votre histoire de vaudou. Malheureusement, c'est là où justement, parce qu'effectivement, il nous manque aussi l'inventaire du patrimoine culturel béninois. Nous ne maîtrisons pas encore réellement tout ce que nous avons comme potentiel culturel. Et c'est justement la liste du patrimoine culturel béninois qui nous permettra de nous renseigner sur l'existant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un pack de potentiel touristique et culturel qui existe, sur lesquels il faut véritablement travailler, sur lesquels il faut investir pour leur donner une seconde vie, pour justement attirer, drainer assez justement de touristes. C'est vrai que dans le programme d'action du gouvernement, il a été énoncé la construction d'un certain nombre de musées
Je reviens encore au musée, oui, parce qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle, nous en avons une dizaine qui soit du public. Et donc, on parle d'une demi-douzaine de musées à créer. Donc, éventuellement, ça augmente le parc muséal du Bénin. C'est pas mauvais. Mais le composant ou les composants, c'est ça que je ne sais pas. C'est vrai que le prêtre phare déplore un peu la projection 3D. C'est pas dénué de sens, parce qu'aujourd'hui, dans cette révolution des musées, en lien avec justement l'intervention des TIC dans l'utilisation ou dans la gestion des musées, il est retenu ou il est identifié ce qu'on appelle par exemple les salles d'interprétation. Les salles d'interprétation, ce sont des salles qui existent dans les musées. Et lorsque le touriste arrive dans un musée, il fait le circuit, il fait le tour, on lui permet dans cette salle de revivre tout ce qu'il avait vécu. Et donc ceci à travers justement des supports visuels. Et donc soit ça peut être justement à travers un format 3D. Et donc ça lui permet justement de fisser un certain nombre de choses. Et ça suscite en lui l'envie de revenir ou d'amener d'autres. Donc ça fait partie justement de la médiation culturelle, un peu comme dit ça dit. Tout ce qu'on doit mettre en place pour amener justement le public à se rapprocher du potentiel ou de tout ce qui relève de l'élément culturel. Donc c'est pas donné du sens qu'on entrevoit une projection 3D au niveau des musées. Mais au-delà de tout ça, il faut prioriser justement la valeur authentique de tout ce qui doit être exposé dans nos musées. Et c'est justement là où ce qui dit est pertinent. Si aujourd'hui on doit ramener ce qui existe déjà ailleurs, ça n'intéresse pas alors le touriste, ça n'intéresse pas le visiteur. Il faut lui amener justement ce qu'il ne connaît pas de nous, ce qui relève de notre authenticité, ce qui relève de notre identité, ce qui est encore authentique et qu'il ne connaît pas. Et ça sera un peu comme une découverte pour lui. Et c'est tous ces éléments qu'il faut travailler. Vous êtes aussi au-delà de votre casquette de gestionnaire, vous êtes un journaliste culturel. Vos investigations, puisque c'est un projet déjà qui a pris corps, est-ce que de vos investigations, vous avez l'information qu'on veut vraiment tabler sur l'existant? C'est vrai que pour ce que je sais, et pour, je sais, je me dis, pour la conscience collective, normalement, on ne peut pas commencer ou entrevoir des chantiers sans partir de ce qui existe. Il faut quand même inventorier ce qui existe et partir de là pour concevoir d'autres. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc il faut attendre justement les politiques pour voir un peu ce qu'ils proposent ou le contenu de tout ce qui... C'est pratiquement dans 3 ans que... Le projet est très clair. Ils n'ont rien à foutre de l'existant. Ils veulent créer du nouveau. On veut créer un musée des divinités masquées. Là, je veux parler des Zangbetor, de Egungun et tout. On veut créer un musée des divinités non masquées. Là, je veux parler des Torio, les Ronveilles et tout ça. Et puis, on veut créer un genre d'arène où le public viendra admirer les vaudous et tout ça. Vous pensez que ces lieux n'existaient pas? C'est ce qu'on appelait les satos. Rien que dans l'Ouémé et Plateau, il y en a plus de 600. Pourquoi ne pas valoriser ces satos-là qui existaient déjà et investir des milliards pour en créer un autre? Parce que le projet, j'ai lu le projet, c'est très clair, ils ont été très clairs là-dessus. Ils ne veulent pas promouvoir le sens culturel du vaudou, ils veulent créer un musée, voilà, c'est voilà le mot, ils veulent créer un musée d'interprétation du vaudou. Et là, c'est que je suis tombé. Un musée d'interprétation. Qui va interpréter le vaudou? Ces néophytes-là qui dirigent, qui ne savent même pas ce que c'est que le vaudou. Peut-être que dans cette phase pratique, ils vont vous faire référence, ils vont vous recruter pour la cause. Quand on n'est pas au commencement, on ne peut pas être à la fin. Il faut être au commencement pour poser les jalons qu'il faut pour être à la fin. Peut-être que dans le désordre qui existe aujourd'hui, en votre sein, ça leur profite. Il y a peut-être parmi vous le désordre des gens qui ont été sollicités. Les désordres qui existent en notre sein, ce sont eux qui l'ont créé pour que ça leur profite. La preuve, quand le maire de Apro-Misrété a décidé de faire l'inventaire de tous les vaudounos qui sont dans sa commune, mais ça a attiré la foudre, oui, des autorités. Et il fait l'objet de toutes les attaques. Alors que c'est de là qu'il faut commencer. Dans certains pays, vous ne pouvez pas vous autoproclamer vaudounon. Non, c'est pas possible. Il faut passer par des ordres initiatiques déjà reconnus par l'État. Et ces ordres-là vont véritablement attester sur votre moralité. Parce que le plan qui se pose aujourd'hui, c'est la moralité de ceux qui se disent vaudou non. Donc c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Donc aujourd'hui, par rapport à nos potentialités touristiques, histoire de route de pêche là, des stations balnéaires, il y en a dans beaucoup d'autres pays, mieux que ce qu'ils veulent faire ici. Quand vous prenez les Maghreb, je parle de l'Afrique du Nord, les stations balnéaires, il y en a de trop.
Le Mangambi. Mais ici, je ne vois pas ce qu'on veut faire ici qui n'existait pas déjà chez eux. Donc le plan n'est pas là. Et quand on prend, on parle de la route des pêches, et après on parle de Parc W. Parc W, ça profite à qui? C'est les riches nantis qui viennent ici tuer nos animaux. Et ici, ils viennent en safari, ils tuent nos animaux juste pour le plaisir, et puis ils s'en vont. C'est ça le tourisme aujourd'hui. Pourquoi ne pas renforcer le tourisme religieux? Si aujourd'hui Touba draine jusqu'à 7 millions en temps de pèlerinage, et en temps ordinaire, par an, c'est des dizaines de millions de personnes qui vont là-bas. Il y a toujours cette particularité béninoisou là. Par exemple, mais on ne va pas dire que le Sénégal est plus riche en matière de culture vaudou que le Bénin. Non. Gorée. Encore que celui, même Gorée Béanza juste séjourné par là, puis c'est tout. Mais ça draine plus de monde aujourd'hui que la route des pêches. Ça draine plus de monde aujourd'hui que la route des pêches parce qu'ils ont su valoriser. Et je vais vous dire quelque chose. Celui qui a créé l'ordre des Mourides au Sénégal, Touba, Serine Touba, il est venu se faire former ici, au Bénin. Il a créé cet ordre-là sur la base des vestiges du vaudou quand il est revenu de la déportation. Parce qu'il a été déporté en même temps. Parce que Dord, quand il a quitté le Sénégal, il est venu ici avec Serine Touba. Il est resté plus de 3 mois ici au Bénin. Au moment où il faisait la guerre, lui, il faisait ses initiations au vaudou. Et quand il est parti, il a été investi de beaucoup de pouvoir sur le plan du vaudou. Et ce sont les 2 rois qui sont partis d'ici pour la Martinique. Mais Serine Touba est revenu. À cause des potentialités du vaudou, il est revenu à Dakar. Et après, il est remonté, il a créé la ville de Touba. Qui est une ville presque une principauté. Mais Béanzin n'est pas revenu. Mais pourquoi les 2 sont partis et que l'autre qui s'est appuyé sur une réalité d'ici est revenu? Il a été initié au fa ici même, Serine Touba. Mais pourtant, c'est un musulman. Et l'ordre des Mourides, c'est la base pour adhérer à cet ordre-là, il faut se convertir à l'islam. Mais pourquoi ne pas organiser les dignités religieuses autour de 2 ou de 3 festivals? Nous avons la Gani, par exemple, au nord. Pourquoi ne pas renforcer le 10 janvier ici et en faire un grand événement de cette envergure-là, capable de drainer des millions de gens. Aujourd'hui, à travers le monde, le vaudou intéresse plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. On a 2 minutes pour partir donc de ce studio. David Zouémé. C'est vrai que nous avons d'abord un problème de discours autour du potentiel culturel béninois. Au mois de février, cette année, j'étais au Sénégal dans le cadre d'une autre mission et j'ai juste fait un tour au niveau de la place de la Renaissance. C'est un monument d'environ plus de 7 mètres. Mais regardez le nombre de touristes, ça défile. Toute la journée, ça défile. Parce que les gens ont su développer tout un discours autour. Ce monument, ce n'est même pas un monument de site, c'est juste un monument artistique. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire du Sénégal. Mais justement, les gens ont su développer un patrimoine, un tourisme autour de ce monument-là. Et donc aujourd'hui, ici au Bénin, il se pose un problème de discours autour de notre patrimoine authentique que nous avons. Pourquoi ne pas déjà partir d'un début définir des circuits touristiques? Par exemple, le visiteur qui vient, il n'y a pas des tracés qui lui permettent de dire je quitte tel site touristique, je viens visiter tel potentiel culturel, je vais à tel niveau, il n'y en a pas. Et au niveau de ce circuit, il faut définir un discours avec des professionnels. Voilà. Le village de la Custre de Gambier aussi fait partie donc de nos patrimoines. David Kofiaza, malheureusement, le temps est parti. Nous allons revenir donc sur différents aspects donc de ce sujet. C'est un débat qui est ouvert. Merci donc à vous pour votre contribution. Vous, c'est bien sûr le vénérable David Kofiaza, prêtre phare. C'est également David Serge Zouémé, administrateur culturel, gestionnaire et en même temps journaliste culturel. À chacun et à tous. Merci donc de nous avoir suivis. Ce matin, nous avons réfléchi autour donc des potentiels touristiques qu'offre le vaudou, qui est donc cette pratique ancestrale. À chacun et à tous. Merci et à très bientôt. Merci.